Nous sommes vendredi le 7 mai, il est 10h33 à Tunis. Bonjour à toutes et à tous, marhaba bikoum. C'est le deuxième grand angle du printemps de l'engagement solidaire de Darès. Il sera consacré aujourd'hui à la santé. Nous parlerons donc avec nos invités du rôle de l'économie sociale et solidaire dans l'amélioration du système de soins et de son importance dans l'accès à la santé pour tous. Chers invités, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation, marhaba bikoum. Madame Christelle Léon, coordinatrice générale de Médecins du Monde Belgique Mission Tunisie, ne pourra malheureusement pas être des nôtres aujourd'hui. Un imprévu, un gros imprévu professionnel lié au Covid-19 l'a obligé à être auprès de ses équipes. Roderick, bonjour. Salut Sonia, bonjour à tous et Tu à as toutes, pardon. Comment ça va à Barcelone? Ça va, ça va, ça va. On est un petit peu occupé comme à Tunis puisqu'on en est à notre troisième émission cette semaine sur Darès TV. Et aujourd'hui, donc, pour parler de ce sujet santé et ESS qui me tient particulièrement à cœur, je sais qu'il te tient à cœur aussi, et je sais qu'il tient encore plus à cœur à Rafik Boujdaria, mais qui n'est toujours pas parmi nous. J'imagine qu'il va être là d'une minute à l'autre, et il est certainement sur le front. On a eu le désistement, effectivement, hier soir tard. Tu m'en as informé, de nos amis de Médecins du Monde Belgique qui opèrent en Tunisie. C'est dommage, mais c'est la magie du direct, hein. À partir du moment où on traite un sujet comme la santé dans la période que nous traversons, de deux choses l'une, soit on ne le traite pas, parce qu'il y a quand même, on est en zone de risque, soit on le traite quand même, parce qu'il y a quand même urgence. Et nous avons fait le choix de tracer la route avec les intervenantes et les intervenants qui ont eu la gentillesse de nous confirmer leur participation et qui ont pu se libérer aujourd'hui. Écoute, puisque Rafik n'est pas là, je te propose, il va venir, hein, c'est pas, mais je te propose d'enchaîner. Voilà, donc Il est notre référent chef sur les questions de santé. Rafik Boujdaria est médecin dans l'active. Il est chef du service, c'est les urgences ou la réanimation? il est professeur en médecine interne, option réanimation médicale, chef des urgences à l'hôpital Voilà. Abdelmini à l'Ariana. Entre la réa et les urgences, j'avais un petit doute parce que je reconnais Rafik depuis maintenant près de 10 ans. Et je l'ai plus connu comme militant de l'économie sociale et solidaire, un des militants de la première heure en Tunisie, que comme médecin hospitalier. Voilà, donc c'est un homme que nous découvrirons tout à l'heure pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est très attaché à essayer de faire la synthèse entre ces deux passions. Et c'est une synthèse qui nous semble particulièrement importante en général et en particulier dans le cas de la Tunisie. Voilà. Je vous propose donc de faire un petit tour autour des initiatives que nous avons choisies, en tous les cas. Si Abd Sattar Mahfouz, marhaba bik. Sbih al-khir, marhaba bik. Donc, مرحبا بكم صباح النور مرحبا merci pour l'invitation. Donc, vous êtes président du comité de construction Covid-19 à l'hôpital Hassan Belkhouje à Ras Jbel. Une unité permanente de Covid-19 a été inaugurée en juillet 2020 à l'hôpital Hassan Belkhouje à Ras Jbel, dans le gouvernorat de Bizerte, par le ministre de la Santé Abdeltif El Maki. L'unité comporte 25 lits répartis sur le... comment 21. Ah, 21, pardon. Alors bon, voilà. Donc 21 lits répartis sur le service hospitalier mis en place selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé. En quoi consiste ce projet, c'est Abd Sattar? Pourquoi, comment il est né et pourquoi? La naissance de ce projet, c'était vraiment la situation que tout le monde connaît des hôpitaux et des institutions de santé en Tunisie.
L'hôpital Hassan Rouge à Ras Jbel depuis 1982 et c'est un hôpital qui est construit en monobloc. Donc, le jour qu'on pensait s'il y a des cas de Covid au mois de février et mars, est-ce que vraiment on a un circuit Covid-19 à Ras Jbel? Toutes les possibilités ont échoué. C'est vraiment, on va condamner tout un hôpital et il n'y avait pas de possibilité. Et l'urgence de Ras Jbel, si on va le faire un circuit Covid, et fermer, monter des murs, des trucs comme ça, imaginez, on a une moyenne de 250 patients en 24 heures de garde à l'hôpital Hassan Rouge à Ras Jbel. Où ils vont aller ces personnes-là? Donc, quand on parle d'une urgence. Donc, la suggestion, c'était vraiment par monsieur le délégué de Ras Jbel, qui est un ami, Salih Farhat, il nous a lancé le défi. Il m'a dit, tiens, parce qu'il n'y avait aucune possibilité de circuit Covid. Donc, il a dit, tiens, il y a des plans qui sont prêts et tout. Est-ce qu'on est capable de le faire? Oui. Est-ce qu'on est capable de le faire? J'ai dit oui. Moi, au début, je pensais que c'était un petit projet, je veux dire, côté financement, je pensais que c'était un projet de 100, 150 000 dinars. C'était avéré beaucoup plus loin que ça. Donc, j'ai dit oui, pourquoi pas? Dis-moi combien. Il dit non, non, on ne parle pas d'argent. Vas-y, on commence, on va le finir. L'équipe qui était aux délégations, on s'occupait d'ailleurs du COFIN pour les gens là, pendant le confinement, distribuer de la nourriture et tout. Et il y avait moi qui s'occupait de tout ce qui est équipement de protection pour l'hôpital avant la construction du Covid-19. Donc, on a acheté les masques FFP2, on a acheté les blouses, les surblouses, les combinaisons Covid et tout, parce que malheureusement, le ministère de la Santé n'a rien donné à l'hôpital. Il donne 6 surblouses ou blouses par semaine. C'est la consommation d'un médecin par jour, si on veut. Si on pratique vraiment, non. Donc, c'était quand, pour nous situer un petit peu dans le temps, que vous avez commencé à réfléchir et à travailler là-dessus, y compris les masques, etc. Les masques, ça a commencé début avril. Non, fin mars. Fin mars, on a commencé les masques pendant 2 semaines. Et avril, on a commencé le jour qu'on a décidé on a dit, tiens, il y a les plans, ils sont prêts, l'architecte, il est venu, les plans sont prêts. On a, la même soirée, on a fait un comité de construction. Et c'était vite fait, avec les gens qui sont en train de distribuer la nourriture, ils s'occupaient de tout ça. C'était le comité qui s'était construit à la délégation. Et le lendemain, on est allé voir le gouverneur. Au retour de Bizerte, là, de chez le gouverneur, on a appelé les engins, on a commencé à commander l'acier, on a commencé à commander le gravier, le sable et tout, sans aucune autorisation encore du ministère de la Santé. Après 12 ou 13 jours, si on attendait les autorisations, on n'arrive pas. Mais c'était vraiment l'état d'urgence partout, le panique partout dans ce moment-là. Donc, en 24 heures, on a commencé, même pas, moins que 24 heures, on a commencé la construction. Et là, on parle d'une unité permanente avec les normes les plus exigées de la santé, en qualité, tout fait en très haut standing, là, vraiment de top qualité, quelque chose qui peut rester durable même après le corona, après le Covid. Ça peut être une unité de chirurgie ou la maternité de l'hôpital et tout. 400 mètres carrés, 21 lits. Il y a 4 lits dans la zone tampon, les cas suspects, 10 lits pour hospitalisation qui nécessitent l'étape, en fin de compte, avant réanimation, là, qui nécessite peu d'oxygène et tout. Et on parle possibilité de 7 lits de réanimation. Quand je dis possibilité de 7 lits de réanimation, parce que quand on a construit, on a fait le protocole nécessaire et on a invité monsieur le ministre pour inaugurer, en attendant, en espérant qu'ils nous fournissent ce qu'ils ont promis en équipement médical. La moindre des choses, comme société civile, on a construit, on a fait, on est tous de plus, on a insisté, même qu'il y a des gens qui ont une appartenance politique ou une association et tout ça. C'est vraiment zéro association, zéro politique, c'est des noms. Absatar, Siem, Hatem, les gens qui sont là dans le comité.
Donc, on attendait que le ministre nous donne l'équipement. Ils n'ont rien donné. Au mois de septembre, ça a commencé la deuxième vague. Et on a eu le panique quand on a un professeur qui est décédé. Les gens y ont manifesté et tout. Donc, toujours pas de réponse du ministère de la Santé. On a lancé ce qu'on appelle Téléthon en AH, Téléthon réanimation en AH, en arabe c'est réanimation. On a fait un genre de Téléthon et tout ça. Et on a équipé top équipement pour 2 lits de réanimation. Nous, comme société civile et la comité de construction, on a équipé ça. À part ça, on a acheté les optiflots et tout. Je vous parle, on a acheté tout ce qu'il faut pour faire fonctionner la zone tampon, les 10 lits que je t'ai dit avant réanimation et 2 lits de réanimation avec possibilité bricolage 2 autres lits de réanimation. Quand je dis bricolage, au lieu d'avoir le respirateur, le grand respirateur et tout, c'est ce qu'on utilise, le respirateur de transport que nous, on a acheté comme comité. Donc, tiens, on a équipé, à moins des choses que on reçoit au moins un renfort là, pour les médecins ou pour les infirmiers et tout. Niente, rien. Donc, nous, comme comité, construire, équiper et on est en train, jusqu'à aujourd'hui, à l'heure qu'on parle, on est en train de payer le consommable et payer les médecins de réanimation. Le comité, dont vous parlez, il a une forme juridique? C'est une association ou c'est juste quelque chose d'informel? Écoute, c'est quelque chose d'informel. C'est vraiment, comment je peux vous dire ça? C'est un comité. On a fait, comme on fait la constitution d'une association, on est allé l'enregistrer au ministère des Finances, on l'a déposé au ministère de la Justice et on a envoyé à la présidence ce qu'on fait. Mais jusqu'à aujourd'hui, si tu veux dire officiel ou non, non. Mais le jour qu'on l'a fait, on sait que tout est fermé de toute façon quand on l'a fait. Si on attendait le bureautique et tout, on n'y arrivera pas. Jamais, jamais. Et si on attend les autorisations, on n'y arrivera pas et il ne sera pas. Aujourd'hui, on couvre toute une région. On parle de la délégation de Ras Jbel, Gharmel, on parle de Outik, on parle de l'Alia. Il n'y a personne, jusqu'à aujourd'hui, tu n'entends jamais qu'il y a quelqu'un qui avait besoin d'une source d'oxygène de réanimation qui était en détresse dans la région ici. Donc, on a accepté tout le monde. Même on a reçu des gens d'autres régions. Donc, le but de sauver les vies des gens, moi et la financière de la comité, on s'en foutait s'il arrive quelque chose après. On assume. On a dit, tiens, on veut le faire, on assume. Tiens, on construit, on sauve la vie des gens. Après, s'il y a quelque chose, on n'a rien à foutre. Je suis homme d'affaires, j'ai pris le risque, je m'en fous de toute façon. De toute façon, au début, quand on le faisait, c'était moi et un autre membre de la comité, on a décidé de le faire nous-mêmes. On pensait que ça va coûter dans les 150 000 dinars. C'est Abdel, justement, moi je voulais vous demander comment vous avez fait pour le financement, quel système vous avez, comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? A priori, c'était quand même un financement assez important. Donc, quel circuit vous avez utilisé? Comment vous avez fait pour justement financer cette opération? Ben, je vous donne des chiffres et je vous dis comment on a fait. La première étape, pour la construction, on parle de 724 000 dinars. 724 000 dinars, c'est qu'il y a 447 000 dinars en argent et 276 000 dinars en apport en nature. OK? Ça, c'est ce que j'ai de traces là-dedans. Ce que je n'ai pas de traces, je ne l'ai pas mis. Ça veut dire qu'on peut parler peut-être de 1 million de dinars là-dedans. D'accord? Parce qu'on a un commissaire au compte, un comptable, et un commissaire au compte, on a fait toute une audit sur nos rapports et nos chiffres. D'accord? On parle de la deuxième phase Téléthon de 421 000 dinars, 231 000 dinars argent et 190 000 dinars en espèces. Comment on a fait? C'est qu'on a ouvert un compte avec, au nom de la comité Covid à la banque et les gens, on l'a incité qu'il n'y a pas d'argent qui circule, donc il y a direct qui font des virements ou déposent de l'argent directement à la banque. Et ce qui a fait pendant le confinement, les gens étaient à la maison et ils nous suivaient.
que ce soit dans les pages Facebook. Le troisième jour qu'on a commencé, j'étais à la télévision nationale et ça donnait vraiment des bons échos. J'ai passé à plusieurs des radios, Shams, Mosaïque et tout ça, et les gens entendaient ça et ils ont été motivés. Je dis une chose, il y a beaucoup de facteurs. Facteur de la peur qui a aidé que les gens participent. Facteur de ce qu'on appelle en arabe sadaqa jar, il y a des gens qui croient énormément et surtout pour la santé, ils ne jouent pas. Ils croient plus que construire une mosquée ou aller dans les écoles. Et c'était la priorité. Les gens, ils étaient à la maison, ils voyaient l'argent, ils ont de l'argent, ils ne peuvent rien faire. Ils ont vu vraiment, il y a eu une conscience là, dans ce moment-là incroyable. Et je te dis une chose, j'ai vécu des moments inoubliables parce que beaucoup d'histoires. Je te parle d'une dame, je sais que le 10 dinars qu'elle a donné, je vous le jure, c'est comme 10 000 dinars. OK? Mais elle veut vraiment participer. Elle a besoin d'aide. Et je connais aussi des gens qui sont venus, qui me donnent 10 000 dinars. Elle dit, il n'y a pas de hajj cette année. Je ne sais pas si je vais vivre l'année prochaine. La santé des gens plus importante. Donc, il donnait ça. Merci Si Abdesattar, c'est vraiment une super entrée en matière pour ce plateau, parce que c'est vraiment un exemple type de prise en main citoyenne d'un problème grave sur un territoire qui, en l'occurrence, avec mon mauvais accent, est celui de Ras El Jbel. Donc, ça a été dit, hein, c'est à côté de Bizerte un petit peu, c'est pas très loin de Tunis. Je dis ça pour le public plus international. Et voilà quoi, on discute pas, il y a un problème, faut qu'on agisse et on verra plus tard. Alors on va revenir par la suite vers vous, mais on a Rafik qui est arrivé. Salut Rafik. Donc docteur Rafik Boujdaria, je t'ai présenté déjà tout à l'heure, en tout cas sous l'angle ESS. Sonia l'a fait aussi un petit peu sous l'angle professionnel. On a démarré sans toi. Tu connais le sujet de l'émission. On va bien sûr t'interviewer sur le lien santé ESS. Je ne sais pas ce qu'en pense Sonia, qui est la patronne. On continue avec les témoignages. Comment Non, je pense qu'on peut basculer sur professeur Boujdairi, parler un petit peu aussi de l'économie sociale et solidaire, mettre le cadre quand même du grand angle, et après on rebasculera sur les initiatives. Voilà, comme ça. C'est Rafiq, Sbih al-Khir. Votre micro, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation, professeur Boujdairi. Marhaba bik. Donc, je vous représente très rapidement, professeur en médecine interne, option réanimation médicale, chef des urgences à l'hôpital Abdelrahman Memi à l'Ariana. Marhaba bik. Je vais commencer par vous poser une question, si Rafiq. En quoi l'économie sociale et solidaire est-elle nécessaire à l'amélioration d'un système de soins et de son financement en Tunisie? Oui, merci. C'est une question qui mérite une réponse. Question simple. Exactement. Alors, oui, alors, bonjour tout le monde. Excusez-moi, j'étais retenu par un malade grave, donc c'est pour cela que j'ai fait ce retard. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à professeur Zahra Marachi, qui est là avec nous. Présidente d'une association, je pense qu'elle va la présenter ou c'est oui, déjà... oui. Non, c'est pas fait encore, c'est pas fait. Elle est sur un créneau très, très intéressant. Bien. Alors, en Tunisie, depuis une vingtaine d'années, notre système de santé public, qui était la fierté d'un petit pays récemment souverain et qui donc prodiguait des soins gratuitement à tous ses citoyens. Depuis, les choses ont changé puisqu'il y a une transition démographique
la population tunisienne commence à vieillir, pas au même rythme que nos voisins du Nord, mais quand même, on vieillit. Et surtout, une transition épidémiologique ou une transition au niveau des maladies. Avant, c'était des maladies infectieuses, banales. Et là, ça devient de plus en plus des maladies des temps modernes, des maladies du cœur, des vaisseaux, des maladies neurologiques, des interventions sur le cœur, donc le cancer, avec ce qu'il représente comme un problème de santé publique. Toute cette transition épidémiologique, elle est budgétivore, elle mange beaucoup d'argent, chose que notre système de santé et chose que notre société était, depuis une vingtaine d'années, incapable d'assurer progressivement jusqu'à ce que nous avons, et ça c'était avant 2011, hein, pour que les choses soient claires, nous avons donc deux systèmes de santé, un système de santé public. Docteur Marakchi, elle peut aussi en parler puisqu'elle était à la tête d'un service de néonatologie dans le plus grand hôpital de Tunis. Et donc, nous avions donc un système de santé publique qui est amoindri, qui connaît beaucoup de difficultés financières, et un système de santé privée qui a été qui est fait actuellement à peu près d'une cinquantaine ou même plus de cliniques privées. Et au milieu, il y a une caisse d'assurance maladie qui est la fameuse la CNAM. Les Tunisiens la connaissent parfaitement bien. Donc, c'est une caisse d'assurance maladie, caisse nationale d'assurance maladie qui résume un paradoxe. Le paradoxe, c'est que la CNAM, elle donne 80% de ses ressources au secteur privé et privant ainsi la majorité de ses adhérents qui se font soigner dans le secteur public de ces remboursements. Et ce qui a créé deux systèmes, un système pour les riches et un système pour les pauvres. Entre les deux, il y a un vide énorme. Ce vide, c'est tout d'abord des soins modernes qui sont prodigués et donnés à des coûts pas exorbitants, et des soins qui peuvent être pris par un autre type d'assurance complémentaire. Troisièmement, des soins qui s'inscrivent dans la proximité. Parce qu'entre le citoyen qu'il habite les villes ou qu'il habite la campagne, il y a ou bien un obstacle de distance ou bien un obstacle d'argent pour payer les soins. Donc, dans ce paysage de système de santé tunisien, un secteur médian qui ne peut être qu'un système solidaire a sa place en Tunisie, au moins sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est pour le financement, chose qui est très importante. Donc, un financement solidaire qui ne peut être qu'un complément de la caisse de l'assurance de l'assiette, donc de la CNAM, qui est obligatoire pour tous les fonctionnaires dans le privé et dans le public. Et puis, dans un deuxième niveau, c'est au niveau des soins. Et on sait que nos hôpitaux connaissent un problème de capacité, chose qui est actuellement bien mis en évidence par le virus. Et troisièmement, c'est au niveau de la prévention et de l'éducation, chose qui est marginalisée depuis des décennies en Tunisie. Et encore une fois, Mme Marakchi, elle peut témoigner de ce qu'elle fait. Au niveau donc au niveau de l'éducation thérapeutique et au niveau de l'exécution des programmes nationaux de santé qui malheureusement existent pour la plupart uniquement dans les boîtes d'archives des grands directeurs et des grands responsables de la santé en Tunisie. C'est dire qu'il y a un espace assez vaste
et des opportunités nombreuses pour démarrer cette activité de la santé dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Parce que les compétences, les gens, les milliers de jeunes médecins et notamment de jeunes infirmières existent, les clients, les usagers existent, mais surtout ce sont les usagers déçus du système de santé ou bien les usagers qui ne peuvent pas donc accéder au système privé de santé ou bien même s'ils accèdent, ils ont des dépenses catastrophiques de santé très très importantes et donc ces usagers-là existent puisque pour la plupart ils sont donc fonctionnaires, ils peuvent donc cotiser dans des coopératives, dans des assurances, dans des sociétés d'assurance maladie sous forme de coopérative ou sous forme de mutuelle, mais mutuelle réellement mutuelle. L'offre, on peut imaginer donc des offres de soins, surtout des services à la personne à domicile. On peut imaginer de l'hospitalisation à domicile. Et on peut aussi imaginer des coopératives, comme c'est le cas en Italie, par exemple, des coopératives d'infirmières qui prodiguent des soins, qui peuvent donner des conseils et qui peuvent même, dans le cadre d'un partenariat public-privé, l'économie sociale, c'est aussi du privé, mais c'est un privé d'une autre catégorie. Nous avons en Tunisie des unités de soins qui sont donc réparties. On ne va pas tout dire tout de suite. Rafik, on ne va pas tout dire tout de suite parce que sinon. Voilà, merci d'avoir posé le cadre général. Dans le cadre du partenariat. Oui. Voilà. Et donc, on peut tabler et réfléchir dans le cadre du partenariat. Voilà, je me tais. Non, c'est pas pour que tu te taises. Je souhaite qu'on ait un début de débat en fin d'émission. Et donc, c'est très important que tu aies posé le cadre. Je pense qu'il va y avoir des rebonds sur un certain nombre d'aspects que tu as évoqués, que ce soit depuis la Tunisie ou que ce soit depuis l'étranger, en l'occurrence la France. Et c'est tout ça qui, de notre point de vue, doit structurer une réflexion collective et une action collective, puisque c'est le propos de Darès sur ce sujet comme d'autres. Sonia. Professeur Zahra Marakchi, bonjour, marhaba bik. Votre micro, s'il vous plaît. Oui, rebonjour, donc bonjour à toutes et à tous et merci encore pour l'invitation. Vous êtes donc voilà. Je sais pas s'il y a des questions. Ouais. Vous êtes donc ancien chef de service de néonatologie et réanimation à l'hôpital Charles-Nicolle. Vous êtes aussi président de l'association Hanen, dont le but est de redonner sa place à l'allaitement maternel dans les habitudes et professionnelles et familiales et culturelles. J'ai vu récemment qu'un de vos projets, Amhamdi, a été couronné par la signature d'une charte d'engagement pour une entreprise baby-friendly, avec la mise en place d'une salle d'allaitement au profit des mamans. Je pense que c'est un projet qui est en partenariat avec Sahti, qui est un programme justement mis en place par Médecins du Monde Belgique, mission à Tunisie. Parlez-nous de ce que vous faites, de votre association et de votre combat. Voilà, merci beaucoup de m'avoir offert cette opportunité de parler un petit peu de l'allaitement maternel de l'association Hanen et de ce qu'on est en train de faire de façon très brève. Donc, là, je ne vous apprends rien en vous disant que l'allaitement maternel est vraiment, tous les bénéfices reconnus à l'allaitement maternel font de lui un modèle pour une nutrition saine. Et les bénéfices vont au-delà de la santé pour l'enfant, pour la mère, pour le futur adulte, pour toucher l'économie de famille à l'échelle familiale, mais à l'échelle du pays,
pour toucher l'environnement, pour le développement durable. Bref, c'est vraiment, il est reconnu actuellement comme un facteur déterminant du développement humain, du développement sain. Malheureusement, dans notre pays, nous connaissons un recul à cette pratique de l'allaitement maternel et toutes les enquêtes nationales chez nous montrent donc avec des chiffres qu'on est vraiment en deçà de ce qu'on souhaite. Donc l'allaitement maternel a vraiment reculé et les facteurs sont multiples, c'est multifactoriel. C'est l'absence d'information, de sensibilisation du grand public et des mamans en premier lieu. C'est un déficit aussi dans la formation académique des professionnels de santé en matière d'allaitement maternel. C'est aussi le manque de soutien que toute la société peut apporter aux mamans allaitantes. C'est le lobbying des grandes firmes de l'industrie des laits artificiels qui pèse beaucoup dans ce dossier. C'est aussi le déficit de la législation qui peut promouvoir l'allaitement maternel, qui pourrait promouvoir l'allaitement maternel et le soutenir. C'est aussi le retour au travail des femmes donc, qui allaitent et qui ont choisi de poursuivre l'allaitement maternel. Et quand elles retournent au travail, eh bien, il n'y a pas grand-chose vraiment sur place pour les aider, pour les encourager à poursuivre l'allaitement maternel. Et malheureusement, le retour au travail est une occasion à l'abandon de l'allaitement maternel. Donc, dans ce cadre-là, et avec donc, le programme Sahati, avec l'appui de l'Union européenne, et Sahati, donc, c'est conduit par Médecins du Monde Belgique en Tunisie, mais il y a aussi d'autres ONG avec. Nous avons donc présenté notre candidature pour promouvoir l'allaitement maternel en milieu de travail. Nous avons choisi une banlieue sud de Tunis, la communauté de Mhamdia, qui est une localité à vocation industrielle et agricole où il y a une grande concentration donc, de population ouvrière féminine, en particulier en âge de procréer. Et nous avons ciblé deux grandes entreprises dans cette localité et nous avons donc mené nos activités dans ces entreprises. Aussi... Qu'est-ce que ça donne alors ? Alors, qu'est-ce que ça donne ? Voilà. Donc, premièrement, on a visé aussi les professionnels de santé de Mhamdia parce qu'on s'est dit, pour un projet global et cohérent, on ne va pas dire, nous, des choses aux ouvrières, aux employés, et quand elles vont dans les centres de santé, elles peuvent entendre un autre discours. Donc, voilà, donc on a essayé de toucher un peu tout le monde, les professionnels de santé, par des ateliers de renforcement de capacité. Et puis, au niveau des entreprises, on a tenu plus de 40 ateliers de sensibilisation de tous les employés, hommes et femmes, parce que nous pensons que l'allaitement maternel n'est pas uniquement une histoire de femmes, c'est aussi, ça intéresse monsieur tout le monde, le père, le conjoint, le frère, le collègue, le voisin, l'ami, tout le monde. Et puis, on a tenu aussi des ateliers pour les mamans, soit les mamans allaitantes, soit les futures allaitantes, les femmes enceintes. Et puis, on a mené des actions de plaidoyer auprès des responsables, des managers de ces entreprises, donc pour que les choses un petit peu bougent au sein de leur entreprise. Et donc, finalement, à la fin du projet, le projet vient d'être clôturé il y a quelques jours, on a réussi au sein de ces entreprises, et j'espère que ça va faire une tache d'huile, à ce que les responsables se sont engagés par écrit et puis ouvertement comme ça en public pour créer des salles d'allaitement
équipés. Bon, l'équipement, c'est pas grand-chose, hein, c'est le tout, c'est d'aménager un espace dédié pour l'allaitement, pour ces femmes, où on peut trouver un réfrigérateur, un tire-lait, un point d'eau pour se laver les mains, un fauteuil confortable pour s'installer et ne pas être obligé d'aller tirer son lait dans les toilettes dans des conditions pas adéquates. Votre ressenti, puisque le programme vient de se boucler, alors c'est pas le rapport, c'est pas le rapport du programme qui nous intéresse ici, même si c'est sûrement voilà, c'est un petit peu votre ressenti personnel en tant que médecin, en tant que personne très impliquée sur cette opération pionnière. Il y a forcément eu du bien, du moins bien, enfin des choses qui vous ont plu, des choses qui vous ont moins plu. Vous retirez quoi de cette expérience à titre personnel voilà, donc parmi les leçons apprises donc, de ce projet, c'est que c'est un projet qui a répondu à un besoin, que notre approche particulièrement auprès des employés hommes a été vraiment très bénéfique parce que les gens, quand ils arrivaient dans les ateliers, ils disaient tous, ils avaient l'impression que c'est un sujet qui ne les intéressait pas. Tout le monde de parler du Covid, etc., de choses comme ça, et venir parler d'allaitement maternel à des hommes, etc. Donc, il y avait eu beaucoup de réticence au départ. Et avec la répétition des ateliers, on a remarqué une adhésion des hommes de plus en plus. Ça les a beaucoup intéressés et ça, c'était parmi les points positifs de ce projet on a obtenu cette adhésion pas que des femmes, mais aussi surtout des hommes à cette thématique-là. Donc, ça, c'était le bon côté. Le deuxième point positif, c'est le fait donc, de proposer des solutions parce que tout le monde pense que quand la femme travaille et qu'elle doit retourner au travail, bon, voilà, il y a les laits. Il y a le biberon, il y a les boîtes de lait qu'on peut acheter en pharmacie, etc. Voilà la solution pour prendre en charge son bébé. Et on a démontré que si la dame choisit de poursuivre l'allaitement maternel, eh ben, elle peut le faire et elle peut réussir ce dilemme, ce double défi de poursuivre son rôle de mère, de maman, d'allaiter son bébé, mais aussi de continuer à être insérée professionnellement, à poursuivre ses activités professionnelles et à ne pas être en marge donc, sur le plan professionnel. Super, docteur. L'apport de ces solutions pratiques a été vraiment aussi apprécié. Comment faire, quelles sont les solutions pratiques qui ont été aussi enseignées aux professionnels de santé pour qu'elles puissent continuer pour la pérennisation de telles initiatives sur le terrain. Voilà. On va revenir vers vous, docteur, je l'espère, par la suite, comme vers l'ensemble de nos invités. Merci pour ce premier coup de projecteur. Breaking news, comme on dit sur les chaînes américaines, que je ne suis pas d'ailleurs. Un confinement global vient d'être décrété sur la Tunisie semaine prochaine. Il y a une conférence de presse, semble-t-il, du président du gouvernement en ce moment. Donc, on ne peut pas dire que la situation sur le front sanitaire s'améliore, bien au contraire. C'est un sujet de préoccupation grave pour nos amis et collègues tunisiens. Donc, voilà, semaine prochaine, confinement. On est en direct et ça le démontre. Vous parliez solutions pratiques par rapport à un certain nombre de sujets. J'imagine que c'est ce dont va nous parler Sianis, Sonia. Oui, tout à fait. Sabah al-khir, Anis, marhaba bik. Votre micro. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Alors, Anis, vous êtes président de l'association Ilaf Sous, mais aussi coordinateur de Sousa Touqawem,
Donc, c'est une initiative de 16 associations locales et régionales qui se sont réunies pour former une sorte de comité et ont collecté des dons afin d'appuyer deux CHU à Sousse et un hôpital régional à Mseken pour le recrutement de femmes de ménage qui travailleraient exclusivement au sein du circuit Covid. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à cette initiative de Sousa Touqaoum? Oui, alors merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, j'ai une petite présentation, si je peux la partager. Allons-y. Je ne sais pas si techniquement je peux le faire ou non. Normalement, oui. Oui, il n'y a pas de problème, vous avez la main normalement. Hein? D'accord, ok. J'en Très profite bien. pour dire, parce que pendant que Alors, en fait, Sousse Résiste, Sousse Atoqam est né de notre constat du fait qu'il y a un grand manque au niveau des unités hospitalières, bon, pas seulement à Sousse, hein, mais à l'échelle de toute la Tunisie, que le pouvoir central, le ministère de tutelle n'est plus capable de gérer le flux énorme et les besoins donc, de ces unités-là, et que notre soutien et notre assistance qui s'est résumée en fait au début, lors de la première vague en 2020, à une intervention d'urgence en rapport avec les équipements, en rapport avec donc tout ce qui est donc matériel de protection, etc., n'est plus suffisante. En fait, parce que justement, les départements et les services des hôpitaux font face à un grand manque en termes de personnel. Et du coup, donc, on s'est réunis à peu près une quinzaine d'associations, hein, donc, et qui travaillent sur, donc je vais essayer de, voilà, bon, techniquement, bon, voilà, très bien. Donc, voilà, donc, l'idée, c'est pas seulement des femmes de ménage, hein, c'est des auxiliaires de vie, c'est des aides-soignants, c'est des ouvriers dans les unités hospitalières pendant un minimum de 3 mois. Donc, comme on l'a mentionné, pour faire face un peu, pour décompresser le corps médical, parce que les médecins se sont retrouvés à assurer des tâches qui ne sont pas les leurs suite aux problèmes de disponibilité. Et on a eu plus que donc 70 hein, du personnel de ces hôpitaux qui étaient atteints par le Covid. Et malheureusement, donc, il y avait un grand besoin. Donc, ces 15 associations, ces 50 personnes à placer dans les hôpitaux gouvernorat de Sousse, c'est à peu près 60 000 dinars à collecter. C'est des administrations locales impliquées dans l'opération. Et puis, l'idée, c'est sauver Sousse. Bon, ça, c'est des statistiques qu'on a, donc, qui étaient à l'origine hein, de notre initiative. Donc, l'idée, ça s'est basé sur 3 axes essentiels. C'est une mise en place et organisation. Donc, on s'est réunis, on a mis en place un système de travail. Donc, on a mis en place également une méthodologie, etc., mais également donc, les différentes parties. On a identifié les différentes parties prenantes donc, qui ont été réalisées pour accompagner le processus. La mobilisation, bien évidemment, et la collecte de fonds, donc une opération d'envergure a été lancée, donc des campagnes de com, de travail digital, etc. Et également, en finale, la formation et le placement de ces personnes-là dans les différents services. Donc, on a également essayé de travailler sur les objectifs également de notre travail. C'est la sensibilisation pour lever le degré d'urgence à un niveau supérieur parce que nous, on a commencé en octobre 2020, mais l'opinion publique n'était pas vraiment alertée par rapport à l'urgence et aux difficultés.
pour expliquer un peu la gravité, multiplier un peu donc, par rapport à la communication, les apparitions médiatiques, etc., intégrer le rôle d'ambassadeur de la cause hein, donc, dans les médias, etc., et mobiliser les sphères économiques autour de la collecte, autour également de l'activité, et faire un plaidoyer également pour une meilleure assistance en matériel, en équipement, en ressources humaines, auprès des ministères de tutelle, etc. Donc, mettant la pression sur les décideurs. Hein. Donc, ça, c'était les objectifs de l'opération, sans pour autant qu'on est arrivé à atteindre tous les objectifs. Voilà, donc l'idée, c'était un peu de travailler sur ces 4 axes-là. Bon, actuellement, où en est notre activité hein, donc, on n'a pas réussi à recruter 50 personnes. On a recruté à peu près 34 personnes, mais la durée était plus longue. Donc, nous, on a prévu jusqu'à mars 21. Actuellement, on est en train de parler de juin 21 quand même. Donc, ces personnes-là, on a pu recruter moins de personnes, mais sur une période plus longue. Donc, l'idée, c'est le collectif, donc les différents défis par rapport à cette activité. Donc, la coordination entre 16 associations, toutes ne sont pas neutres, toutes ont des différents points de vue, des fois des alignations politiques, mais l'action, elle était neutre. Et c'est ça un peu le challenge, c'est que l'action de Sousse Résiste doit être neutre. Ça veut dire qu'on ne va pas travailler sur une base politique pour le recrutement, on ne va pas travailler sur des bases qui vont faire peut-être profiter tel ou tel courant, etc. Et c'est ça un peu l'idée de mobiliser la totalité des acteurs indépendamment de leurs appartenances politiques. Et c'était une grande discussion au début parce qu'on savait qu'il y a certains acteurs qui n'étaient pas neutres, mais on insistait sur la neutralité de l'action. On a réussi à maintenir cette neutralité malgré que, donc, en termes de communication, en termes de la perception de l'opinion publique, on a réussi à maintenir le cap parce que l'opinion publique, il se demandait c'est quel parti qui était là, donc il trouvait des partis de droite, des partis de gauche, des gens qui n'ont rien à voir avec la politique également, et ça a été vraiment un peu au début, c'était vraiment un peu les gens ne comprenaient pas grand-chose, mais en final, ils ont compris, on a maintenu vraiment le cap, ils ont compris que l'activité elle-même, elle était donc notre. Les complications bureaucratique, la bureaucratie, c'était énorme, hein, c'était énorme pour faire recruter des gens dans une institution, administration publique comme les hôpitaux. Donc, nous, on a travaillé sur le CHU Hached, le CHU Sahloul et l'hôpital régional de Mseken. Donc, on a commencé par contacter madame le gouverneur et on a été accueillis en grande pompe. On a réuni vraiment tous les responsables régionaux. On croyait qu'on était arrivé à nos objectifs. Mais après, pendant les réunions avec telle ou telle administration, on se heurte vraiment à ces complications bureautiques. Impossibilité de collecter les fonds sans avoir l'autorisation de la présidence du gouvernement. Et cette autorisation demande à peu près une boîte d'archives de documents et à peu près 4 à 5 mois, voire même 6 mois pour répondre et pour nous donner un accord qui ne vient jamais. Donc, du coup, nous, on avait eu un document, disons, de soutien de la part du gouvernorat de Sousse pour essayer d'avoir un peu une certaine régularité ou bien, voilà, par rapport à ça.
Donc, Ça rejoint un petit peu ce que nous disait Si Abdessatar tout à l'heure. Le poids, je dirais, d'un certain nombre de procédures alors qu'on est face à une urgence sanitaire majeure. Il y a comme un décalage entre les temps des uns et des autres. Voilà. Donc, et du coup, on a essayé de faire avec et de trouver des solutions parce qu'on est des acteurs porteurs de solutions. Donc, on essaye un peu de voir ça. On a travaillé indépendamment de ces contraintes-là. Bon, l'appui des autorités locales, à part donc celle du gouverneur, à part l'appui psychologique, hein, donc on n'a pas eu un autre appui. Hein, donc, et là, je note vraiment une certaine dichotomie, hein, une certaine séparation entre les députés de la région qui sont appelés à intervenir pour ce genre d'urgence et la réalité qui fait que ces députés n'étaient vraiment pas là au moment où on a demandé un peu leur appui parce que comme vous voyez, on a cherché à avoir un plaidoyer, on a cherché à faire parvenir un peu notre initiative aux décideurs, etc. On a envoyé aux 18 municipalités de la ville de Sousse, on a reçu seulement une réunion de la part de la municipalité de Qala. Donc sur 18, on a reçu une acceptation d'audience. On était présents lors d'un conseil municipal. Ils nous ont appuyés psychologiquement et on les remercie. On n'a pas vraiment, par rapport au financement, on a eu recours au financement privé. Au financement propre, les acteurs, donc les 16 associations, ils ont donc contribué pour faire partie de cette initiative. Il faut contribuer à échelle de 500 dinars à peu près par association. Les financements publics, ils n'étaient pas présents. Les financements d'urgence en rapport avec les différentes institutions également, ce n'était pas vraiment évident. Au total, c'était compliqué. On va en rester là pour l'instant. Super initiative. En tout cas, moi, ce que je trouve intéressant, c'est la diversité des initiatives qui ont été évoquées parce que Ras El Jbel, moi, ça fait longtemps que j'en avais entendu parler. Hein, et dès qu'on avait commencé à cogiter un petit peu sur santé et ESS, j'avais voulu en savoir plus sur vous, donc j'en sais un petit peu plus aujourd'hui, mais j'aurais la curiosité d'aller voir un jour sur place, parce que c'est quand même un truc à une échelle assez inhabituelle, hein, des privés, appelons-le société civile, des gens qui… On peut nous passer une vidéo. Hein. Ouais, vous avez une vidéo, elle est longue ou elle n'est pas longue? Elle n'est pas très longue, je pense qu'elle est d'une minute, 1 minute 30. D'accord, super. Ben, on va la regarder parce que déjà, ça fera… et puis ensuite, on enchaînera sur nos collègues français parce que je voudrais aussi qu'ils rebondissent un petit peu sur ces différents types d'initiatives. Je suis sûr qu'il y a des choses en commun et puis il y a peut-être des choses surprenantes, je ne sais pas. Allons-y.
Durée des travaux, Abdesattar? Au début, on a fixé un objectif de 21 jours. Et puisqu'on a augmenté dans le standing et tout ça, ça durait à peu près 35 jours. 35 jours, tout est fini, mais on travaillait jour et nuit. C'est vraiment jour et nuit. Toutes les équipes c'était très bien organisé. Et résultat final, un vrai clinique pour les pauvres. Comme quoi, quand on veut, on peut. Alors, il faut vouloir très fort et puis il faut, Ah oui. il faut se bouger. Hein. Il faut se bouger. Et en France, là, on y arrivera. Vous êtes en tout cas un magnifique exemple et les deux autres sujets qui ont été, les deux autres initiatives qui ont été évoquées le sont aussi dans leur diversité. C'est pas la même envergure. Hein. Vous nous avez parlé d'un projet à plusieurs centaines de milliers d'euros parce que j'ai fait la conversion rapide pour nos amis, pour nos collègues qui ne sont pas tunisiens. Évalué à peu près à 600 000 euros. À peu près, le résultat après évaluation, c'est 2 millions de dinars. C'est à peu près dans les 650 000 euros. Et 35 jours de construction, plus j'imagine de l'équipement derrière, etc. Mais bon, un tour de force. Même les lits, on a acheté les meilleurs lits électriques. On a tout, on n'a rien économisé sur la qualité, rien. Parce que tout ça, ça doit revenir à l'hôpital ensuite, si j'ai bien compris. Oui, c'est une unité à 7 mètres en parallèle avec l'urgence qui est existante. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure que l'état de l'urgence que nous, on a commencé à construire l'unité Covid, est vraiment incroyable. Juste pour vous dire, même les égouts, là, il n'y avait pas de canalisation. Il y avait la canalisation, mais tout est cassé, tout allait. Donc, on a rénové toute l'urgence de l'hôpital. On a rénové l'extérieur, l'intérieur, changé les fenêtres. Les chambres de garde pour un médecin qui a passé des années et dormir dans une chambre comme ça, c'était inacceptable. On a refait les chambres de garde pour les médecins, pour les infirmiers et tout. Donc, pendant que vous étiez parti, vous auriez pu refaire la ville et puis le gouvernorat, parce que comme ça aurait été fait. Vous étiez bien parti sur la dynamique. On faisait toujours, moi je suis actif, là, je suis sénateur international de chambre, donc on faisait toujours des petites actions, mais pas une action grandiose comme ça. C'est vraiment, on faisait les écoles, les trucs comme ça, en aide, mais une action comme ça, c'est incroyable. Même super. Ouais. On va traverser la Méditerranée, vite fait, en espérant que les vents sont portants. On va même aller bien au-delà, on va aller dans le Grand Nord, puisqu'on va à Paris. Pour retrouver Fanny Debert, donc, qui est chargée de mission à la FNMF, la Fédération nationale de la mutualité française, et plus particulièrement sur les dossiers internationaux. J'espère que je ne me suis pas trompé, Fanny. Tout à fait ça. Voilà. Alors, elle va nous parler un petit peu de son intérêt, de l'intérêt de la mutualité française, qui est une puissance en France. Pour bien évidemment ces thématiques, les réflexions que peuvent lui inspirer les exemples dont on a parlé, et puis les actions qui mènent au niveau FNMF, au niveau international. À toi la parole, Fanny. Merci Roderick et merci à DAR ESS Tunisie donc, pour l'invitation et pour l'organisation de ce webinaire sur ESS et santé. Je suis très contente de participer, surtout après les initiatives qu'on vient d'entendre. Bravo vraiment à tous pour ce que vous faites pour les hôpitaux tunisiens. Alors, moi, j'ai une présentation également, donc je vais essayer de partager. Voilà. Vous me dites si ça fonctionne. Yep. Ouais, je vais essayer de si tu appuies sur l'écran, on va le voir encore mieux. Voilà. Est-ce que c'est bon? Super. Ok, super. Donc, je me présente. Roderick l'a dit rapidement. Donc, je suis Fanny Debert. Donc, je suis en charge de la coopération internationale à la Fédération nationale de la mutualité française. Et donc, vous l'avez compris, moi, je vais vous parler d'acteurs en particulier de l'économie sociale et solidaire, que sont les mutuelles. Alors, dans un premier temps, je vous propose qu'on revienne sur la mutualité. Voilà, les mutuelles, ce sont des acteurs de complémentaire santé, mais pas seulement. Et on reviendra sur pourquoi la mutualité relève de l'économie sociale et solidaire.
Et ensuite, je vous propose qu'on voit que les mutuelles s'adaptent de manière conjoncturelle à ce qui se passe et qu'elles sont très actives, que ce soit en France et dans le monde, pour lutter actuellement contre la crise du coronavirus. Alors, tout d'abord, pourquoi les mutuelles sont-elles membres de ce grand réseau de l'économie sociale Alors là, on et ne voit pas solidaire? terrible là, pour le coup. On voit pas. Ah voilà, ça y est, c'est qu'elles arrivent, elles arrivent avant. Ah, Ça va, c'est c'est bon. bon? Ouais, c'est D'accord. mieux, oui. D'accord. Bon. Donc, les mutuelles font de la complémentaire santé. On va y revenir après, mais elles se distinguent des sociétés d'assurance classiques par leurs valeurs. Et donc, j'ai choisi de vous en rappeler 4 qui sont importantes pour nous en mutualité. Alors, tout d'abord, l'humanisme. Les mutuelles, ce sont des sociétés de personnes morales, de droit privé, à but non lucratif, qui sont gérées, et c'est leur particularité, par des bénévoles. C'est-à-dire que lorsqu'on adhère à une mutuelle, on est également bénéficiaire et gestionnaire de sa mutuelle. Donc l'humain est vraiment placé au cœur de l'action des mutuelles. Et au-delà de cela, en plus d'être complémentaires santé, on y reviendra aussi après, mais les mutuelles ont un réseau de soins et de services, des centres de santé mutualistes en fait, qui sont présents sur l'ensemble du territoire. Donc là, je parle pour l'exemple français. Et qui vont aller là où les personnes en ont le plus besoin. Donc en France, dans les zones où il y a où il y a des déserts médicaux, ou à contrario, où c'est très cher, comme à Paris par exemple, voilà, où il y a beaucoup de dépassements d'honoraires. Donc les centres de santé mutualistes vont venir se placer ici. Donc une deuxième valeur de la mutualité qui est très importante et les mutuelles existent depuis très très longtemps. Et c'est une valeur qui est mise en valeur depuis le début, l'existence des mutuelles, c'est l'universalité. Ça veut dire on prend en charge tout le monde sans exclusion, lié à l'âge ou à l'état de santé. Voilà, donc ça c'est une deuxième valeur importante. En résumé, on ne fait pas comme les assureurs privés qui sélectionnent leur clientèle en prenant que ceux qui ont moins de chances d'être malades. Oui, c'est ça. C'est le principe de base des mutuelles, exactement. Ce n'est pas inutile de le rappeler. Oui, et une troisième valeur, je dirais la plus importante, c'est la solidarité, bien sûr. De la même manière, au cœur du modèle mutualiste, la solidarité, elle est avant tout, et dans l'historique, elle est intergénérationnelle, c'est-à-dire que quand on cotise au sein d'une mutuelle, l'idée, c'est que les plus jeunes et les plus vieux payent la même cotisation et que ce soit les plus jeunes qui vont payer pour ceux qui auront le plus besoin de soins, qui seront les personnes en général plus âgées. Alors bon, aujourd'hui, il y a une petite évolution avec les normes européennes. Les mutuelles doivent se mettre sur les normes et doivent faire un petit peu, je dirais, comme les assureurs. Donc, il y a une petite progression dans les cotisations. Ce que je dis, c'est plus exactement vrai, mais l'idée est toujours la même, bien sûr, et il y a toujours une solidarité intergénérationnelle très importante, et le mutualisme fait du lien social son moteur, et ça c'est toujours bien vrai. Même chose dans les systèmes de prévoyance publique, on est sur les mêmes trucs. Oui, tout à fait, exactement. Et on est vraiment sur l'intérêt général. Et voilà, c'est ça. Et puis enfin, je termine par ça, la non-lucrativité, c'est la base même du mutualisme, de l'économie sociale et solidaire. C'est pour ça que les mutuelles sont actrices de l'ESS. Et donc, il n'y a pas d'actionnaire en mutualité. Tous les excédents que pourraient percevoir les mutuelles sont réinvestis dans l'intérêt des adhérents. Voilà. Les bénéfices sont partagés afin de créer un cercle vertueux. Et donc, pour toutes ces raisons, pour toutes ces valeurs, c'est pourquoi les mutuelles sont membres du réseau de l'économie sociale et solidaire. Et donc, quel lien avec la santé ? Là, on va s'attarder plus particulièrement sur les métiers des mutuelles.
parfois méconnue. On pense tout de suite à la complémentaire santé, en tout cas en France. Donc, c'est normal, c'est son cœur de métier, c'est-à-dire qu'elle complète l'assurance maladie obligatoire pour rembourser les frais de santé qui ne seraient pas pris en charge. Donc ça, c'est vrai, c'est son cœur de métier à la mutuelle. Mais en plus de cela, il y a aussi d'autres actions qui sont menées et qui en font un acteur de complémentaire santé particulier. Donc, tout ce qui a trait à la prévoyance, les mutuelles en France, c'est le premier opérateur en dépendance avec 4 millions de personnes couvertes. Donc là, on va être sur tout ce qui est incapacité temporaire de travailler, invalidité, décès, etc. Donc ça, c'est aussi une des actions des mutuelles. Et puis, on l'a évoqué tout à l'heure quand on parlait de l'humanisme, en plus d'être complémentaires santé, les mutuelles offrent aussi des services de soins et d'accompagnement mutualistes, ce qu'on appelle les SAM. Donc, on a 2600 centres sur le territoire en France. Et donc, ce sont des centres qui vont toucher alors voilà, le cœur de métier de la complémentaire santé, c'est-à-dire tout ce que les mutuelles remboursent en particulier. En France, c'est essentiellement tout ce qui va être les soins dentaires, optiques, et puis tout ce qui va être auditif aussi. Donc, dans les centres de santé on retrouve des centres dentaires, des centres optiques, des centres auditifs, mais pas seulement. Il y a aussi des hôpitaux mutualistes, des centres de santé avec voilà, un ensemble de spécialités, des crèches, des centres pour personnes âgées, des centres pour personnes handicapées. Voilà. Et comme on l'a vu, qui sont situés là où on a le plus besoin et ouverts à tous. C'est-à-dire, ça n'est pas seulement ouvert aux adhérents mutualistes, mais à l'ensemble des personnes qui souhaitent y venir et en tiers payant, donc sans avoir besoin en France d'avoir une carte mutuelle, etc. On enchaîne sur le Covid ? Oui, et on enchaîne sur le Covid. Et ensuite, voilà, juste la dernière action, la prévention, qui est aussi une action très importante des mutuelles parce qu'il faut permettre de pouvoir faire des choix éclairés en termes de santé. Donc, la prévention, c'est important sur le tabac, le sport, tous ces sujets. C'était le troisième volet ou le troisième axe fort de Rafik tout à l'heure. Voilà, exactement. Prévention très importante. Et donc, je voulais terminer la présentation avec quelques exemples du coup de ce qu'ont pu faire les mutuelles depuis la crise Covid. Voilà, elles se sont adaptées aussi de manière conjoncturelle. Elles ont su faire preuve de réactivité, de solidarité en France, mais pas seulement. Je vous donnerai aussi après un exemple de ce qui s'est fait en Afrique, parce que les mutuelles sont aussi, elles sont présentes en Tunisie bien sûr, et également en Afrique. Et donc, voilà, quelques exemples. Donc, du côté assurance, les mutuelles ont continué évidemment à payer les prestations, les remboursements de soins. Se sont aussi adaptées. En France, là, il y a été décidé il y a 1 mois et demi à peu près que, donc à l'initiative des mutuelles, la complémentaire santé rembourse les frais de psychologue. Voilà, parce que ça a eu des dommages psychologiques importants, la crise du Covid. Et jusqu'à maintenant, en France, ça n'était pas remboursé. Et donc, les mutuelles vont le prendre en charge. Donc, voilà, une adaptation. Et là, on a quelques exemples concrets donc, des centres de santé mutualistes. Donc, la mise en place, par exemple, donc ça, c'est pour le groupe Languedoc Mutualité, des téléconsultations pour le suivi des patients en adaptation à la crise Covid. Ensuite, pour le lien social, la mutualité française dans le Puy-de-Dôme a créé une hotline dans les EHPAD pour maintenir le lien avec les personnes qui sont résidents dans les EHPAD et en lien avec leur famille. Les pharmacies. Les EHPAD, c'est les établissements spécialisés pour les personnes âgées, pour les personnes dépendantes, on va dire, c'est ça ? C'est ça, pardon pour l'acronyme français. Non. Mais c'est ça, exactement. Donc voilà, pour maintenir le lien social. Ensuite, de manière plus solidaire, donc les pharmacies mutualistes, parce qu'il y a aussi des pharmacies mutualistes, elles ont fait aussi des livraisons à domicile pour les personnes qui sont les plus fragiles.
Et puis, l'hôpital, le plus gros hôpital mutualiste, l'Institut Mutualiste Montsouris à Paris, a évidemment pris en charge des patients Covid avec des lits en service de réanimation affectés à cet effet. Donc, voilà quelques exemples de ce qu'ont pu faire les centres de santé mutualistes en France. Et puis donc voilà, moi je travaille sur la coopération internationale et essentiellement avec un programme qui s'appelle le programme PASS, qui est basé à Abidjan et qui apporte un appui, une expertise sur toute la zone d'Afrique de l'Ouest. Grâce au PASS et puis un autre programme qui est belge, qui s'appelle le programme Masmut, au sein de l'Association internationale de la mutualité, on a pu répertorier l'ensemble des actions qui ont été menées, en tout cas une partie des actions menées par les mutuelles en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et donc, je vous ai mis trois exemples. Un premier en Côte d'Ivoire, par la mutuelle des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, la MUGEFSI. La MUGEFSI, par exemple, a fait un chèque au ministère de la Santé ivoirien pour permettre d'offrir du matériel de protection aux agents de santé du ministère, donc c'est-à-dire gel hydroalcoolique, masques, etc. C'est mobilisé. Ensuite, là, on va plus sur Afrique centrale, au Burundi. Donc là, c'est Masmut qui nous a donné cette information. Donc, le plan de riposte Covid par la plateforme des acteurs des mutuelles de santé. On va peut-être pas avoir le temps de tout détailler, je pense qu'on a bien vu. Et puis, on lit ce que j'ai mis à l'écran. Bon, juste pour dire que voilà, elles se sont adaptées, donc elles ont mis en place donc, tout ce qui est kit d'hygiène, etc. En Guinée, ils se sont déplacés sur les marchés, au port de pêche pour toucher toute la population aussi rurale en Afrique. Donc voilà, et si vous voulez en savoir plus, je me suis permise de mettre le lien en bas, vous pourrez cliquer dessus si on partage la présentation pour avoir le détail de toutes les actions qui ont été menées en Afrique pour réagir face au Covid. Voilà. On vous en remercie. On vous en remercie. J'espère que ce n'est qu'un commencement dans le dialogue, parce qu'après tout, si vous êtes sur l'Afrique équatoriale, il n'y a pas de raison de ne pas venir sur l'Afrique du Nord. Si c'est pour contribuer à la cause, nous serons, Dares sera ravi de faire le lien, parce que la mutualité est un acteur important au niveau international. Il y a deux grandes, je dirais, familles, comme nous l'a dit tout à l'heure Rafik, dans l'ESS, qui interviennent sur les sujets de santé, le monde mutualiste, dont la France est un petit peu leader, on va dire, et puis le monde coopératif, où là, pour le coup, les Espagnols et les Canadiens sont nettement plus pushy. Donc, il n'y a pas qu'une façon d'œuvrer utilement pour apporter des solutions économiques, sociales et solidaires aux problématiques de santé. Sans transition, comme dirait l'autre, on va avoir le plaisir d'entendre Emilio, j'ai tendance à le prononcer en espagnol, Piris, mais Piris, j'imagine, en français. Il doit mieux le savoir que moi. On a fait connaissance hier. Donc, Emilio travaille, a d'abord un parcours, je dirais, dans la famille prestigieuse du Trésor, l'administration des finances en France. Et puis, depuis l'année dernière, il travaille donc dans le cadre pour la région PACA, ma région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Où il travaille donc à la direction de la coopération et plus particulièrement sur les questions de coopération décentralisée et plus particulièrement sur l'économie, le volet économique de la coopération décentralisée. J'espère que j'ai dit les choses à peu près comme je les ai comprises. Et Emilio est avec nous et on le remercie d'abord parce que la région PACA est historiquement, soyons clairs, l'acteur le plus actif côté France sur la Méditerranée. Ça va, ça vient, les sujets changent, etc., etc. Mais bon, chacun sait que Marseille est une grande capitale méditerranéenne. Et puis, Emilio, il va bientôt sortir un appel à projet qui concerne santé et Covid, je crois, sur la Méditerranée ou en tout cas sur la rive sud. Est-ce que j'ai tout compris, Emilio? J'ai absolument tout compris, Roderick, c'est parfait. Donc, merci pour cette présentation, merci pour l'invitation.
et merci à tous pour vos présentations également, c'était très intéressant. Donc effectivement, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur mène une action assez forte en termes de coopération internationale et particulièrement sur la Méditerranée. Donc nous, on a une quinzaine de territoires de coopération, comme on les appelle. Donc on coopère avec des entités, bien sûr, subfédérales, on va dire, enfin locales, on va dire régionales. Donc en Tunisie, on coopère notamment avec les gouvernorats de Tunis et de Kasserine. En Algérie, c'est Oran et Alger. Au Maroc, c'est avec la région Tanger, Tétouan, Locema. On a beaucoup d'actions au Liban, etc. En Égypte, avec Alexandrie. Donc voilà, ça c'est un peu le réseau de nos partenaires en Méditerranée. Ce qu'on fait également depuis quelques années, une initiative assez intéressante qui s'appelle Méditerranée du futur, qui se tient en fait, qui est un grand événement qui se tient chaque année en fin d'année. Donc l'année dernière, il s'est tenu le 1er décembre dernier. C'est une grande conférence diplomatique sur la Méditerranée, au cours de laquelle on invite tous nos territoires de coopération et qu'on dédie à un thème de travail. Donc la première édition en 2017, c'était sur le climat et des énergies renouvelables, ensuite sur la jeunesse, sur l'investissement, et l'année dernière, donc sur la santé. En pleine crise sanitaire, on l'a dédié au thème de la santé. C'est un événement de haut niveau avec des personnalités de très haut niveau, etc. Donc ça s'est très bien passé. Bon, c'était en virtuel, mais il y avait beaucoup de monde. Et ce qui est intéressant, ce qu'on essaie de faire à chaque fois, c'est de lancer un appel à projet en lien avec la thématique de travail. Donc d'abord d'avoir un moment d'échange, de réflexion, de discussion, puis ensuite de passer à la phase concrète de projet en les finançant. Donc c'est ce qu'on s'apprête à faire. Donc c'est ce que je vais vous présenter donc rapidement parce que l'heure tourne. Cet appel à projet, il va être lancé le 17 mai prochain, dans 10 jours. Il permettra de financer des projets de coopération dans le domaine de la santé autour de 2 axes. Un premier axe qui va être la lutte contre le Covid en fait et contre les épidémies, donc renforcement des systèmes de soins en Méditerranée dans le contexte de crise Covid. Et un deuxième axe qui nous semblait important, vu que c'est une crise globale et que ça appelle aussi à des changements un peu plus globaux, il y aura un axe sur la santé-environnement, donc les effets sur la santé des facteurs environnementaux, changement climatique, etc., des pollutions diverses, qualité de l'air, alimentation. Et donc là, ça va être le deuxième axe. Donc tout type de projet de coopération qui améliore la santé en jouant sur les facteurs environnementaux. Donc cet appel à projet, il va être doté de 250 000 €. C'est le budget qu'on reconduit d'année en année, ce qui permet de financer une petite dizaine de projets, sachant que chaque projet peut lui-même avoir des cofinancements, donc ça peut être des montants un peu plus élevés. La condition, donc, ils doivent être menés en priorité dans nos territoires de coopération, justement. Donc, pour la Tunisie, ça serait Tunis ou Kasserine. Ils doivent être portés également par des acteurs de notre région, ou des acteurs qui ont une présence quand même significative dans notre région. Donc, ce qui veut dire que si vous identifiez des idées de projets potentiels, vous voyez des points sur lesquels on pourrait travailler, mais que vous n'avez pas forcément l'acteur régional en face, n'hésitez pas à nous contacter, on peut essayer de l'identifier. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir quels sont déjà les besoins dans les pays méditerranéens, là où on peut aider, là où il peut y avoir des coopérations. Donc, ah oui, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'on a travaillé en lien avec notre IHU Méditerranée Infection, présidé par le professeur Raoult. On a beaucoup travaillé avec eux, donc oui, il y a pas mal défrayé la chronique. Hein, pardon. Non, voilà. Qui s'est bien fait connaître. On a beaucoup travaillé avec eux. Donc, eux, ils ont une action internationale très forte, une projection assez naturelle sur la Méditerranée, comme leur nom l'indique, et aussi sur l'Afrique, plus globalement. Donc, on a beaucoup travaillé avec eux. Ce qui fait que cet appel à projet, il y aura quand même une dimension scientifique importante. Nous, ce qu'on cherche à faire le plus possible, c'est de mettre en réseau que nos centres de soins, les centres de recherche travaillent ensemble en Méditerranée, peut-être créer un observatoire méditerranéen de surveillance épidémiologique. Enfin, voilà, ce genre de choses. Voilà, tout ce travail en réseau en Méditerranée, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de promouvoir dans le cadre de cet appel à projet. Voilà. Donc voilà, ça va être publié d'ici une dizaine de jours. On pourra vous faire suivre toutes les informations. Vous avez mon contact. Si voilà, vous pensez que ça peut, si vous avez déjà des idées à ce stade, des choses sur lesquelles on pourrait travailler, n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà, peut-être pas la peine de rentrer dans beaucoup plus de détails. C'était un petit peu le projet que je voulais vous présenter aujourd'hui. Les sous-objectifs, rapidement, donc le premier, c'est la lutte contre le Covid, donc développer un réseau de veille sanitaire, essayer de renforcer la coopération en matière de recherche épidémiologique. Voilà, là, c'est des thèmes un petit peu scientifiques, partage de connaissances, échange et séquençage de souches, par exemple, ça peut être ce type de projet-là. Renforcer les capacités de diagnostic et de prévention des systèmes de santé, à travers du transfert de compétences, renforcement des stratégies de dépistage,
améliorer la prise en charge de la qualité des systèmes de soins, et également une dimension mieux conserver le patrimoine des ressources. Ça, c'est l'IHU qui nous l'a mentionné, c'est qu'apparemment, on garde assez peu la trace de données biologiques, de ressources biologiques. Donc là, c'est des constitutions de biobanques, de biotech, qui apparemment quelque chose qui manque dans notre région, qui pourrait être intéressant. Et voilà. Ensuite, l'axe plus santé-environnement, ça va être plus la sensibilisation des populations, des différents acteurs sur les risques sur la santé des facteurs environnementaux, comment jouer sur ces risques-là, comment mieux coopérer par rapport à ça. Il y a également deux sous-axes sur lesquels on donne une priorité, c'est la qualité de l'air et la qualité de l'alimentation, voilà, sur lesquels on veut travailler particulièrement. Donc, voilà un petit peu la structure de cet appel à projet à venir. On l'espère qu'il va susciter de l'intérêt et permettra des projets concrets en Méditerranée face à cette crise. Super. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement? J'ai vu qu'un certain nombre de nos invités prenaient des notes. Alors, c'est le 17 mai, c'est ça que vous Oui, c'est ça. Le 17 mai, ça sera ouvert jusqu'au 30 juillet. Donc, on laisse 2 mois et demi pour préparer les projets. Il y aura des webinaires spécifiques de présentation de cet appel à projet. Donc, on pourra vous tenir au courant. Voilà. Enis a levé la main. Je pense qu'il doit avoir une question pour Emilio. Votre micro, Enis. Merci beaucoup, Sonia Rodrigue, pour cette vraiment très belle rencontre. Je remercie toutes les intervenantes et tous les intervenants vraiment pour donc les interventions très intéressantes. Moi, j'ai une question. Bon, étant chef de file de la Fondation Anna Lindh, en Tunisie, on a travaillé énormément avec la région PACA, notamment lors des différents forums de la Fondation 2013, ou bien aussi pour le COP qui a eu lieu à Marseille. Donc la préparation du COP qui a eu lieu à Marseille et les différents, et je confirme ce qu'a dit Rodrigue, que Marseille est une capitale méditerranéenne par excellence. Moi, je me pose la question, vous avez parlé de Tunis et de Kasserine, est-ce que la région du Sahel, Sousse, est mise sur votre calendrier de coopération? Je ne parle pas spécialement par rapport à cet appel, mais par rapport au prochain, peut-être par rapport à votre stratégie de coopération internationale. Je sais qu'il y a eu énormément de coopération entre la région PACA et le Sahel en général. Je parle aussi de Sousse, Mahdia, Monastir, donc les 3 régions du Sahel. Donc voilà, si Emilio pourrait probablement nous donner plus de détails par rapport à ça. Et s'il y a dans la stratégie, comment on peut procéder pour accélérer un peu cette idée. Je ne pense pas qu'il va donner réponse à tout, mais on va lui laisser quand même. Ouais. Non, bien sûr. Ma question à Fanny, et je rejoins Rodrigue dans ce qu'il a dit, si vous travaillez sur l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord également, donc si eux ils y ont droit, on y a droit aussi. Donc voilà, y a-t-il probablement une possibilité ou bien voilà, merci. Oui, non, mais effectivement, donc en Tunisie, c'est vrai que nos partenaires de coopération privilégiés, on va dire pour le moment, c'est Tunis et Kasserine, mais on n'est pas du tout fermé. Donc on ne veut pas non plus trop se disperser, donc ça on y veille pour avoir quand même une certaine cohérence dans l'action, mais on n'est pas du tout fermé à développer de nouvelles relations. Et d'ailleurs avec Sousse, il me semble, effectivement, comme vous l'avez mentionné, on a déjà collaboré ensemble. Il me semble que sur un projet assez important qu'on est en train de lancer au Maroc pour développer des services locaux énergie-climat, Sousse est associé à ce projet-là. Donc, effectivement, bien volontiers, on pourrait creuser dans le cadre de réunions spécifiques avec ma collègue qui suit les projets en Tunisie. C'est quelque chose qu'on peut regarder. Peut-être que j'oublie d'autres collaborations encore, mais effectivement, on n'est pas du tout fermé. On essaie d'avoir une action quand même assez large et complète et ne pas se priver de soutenir de bons projets. Merci, Emilio. Oui, merci Anis pour la question.
Justement, voilà, c'est vrai que donc, nous, on est Mutualité Française, on est membre de l'Association internationale de la mutualité et on travaille beaucoup avec le Maroc qui est membre de l'association. Et malheureusement, pour l'instant, on n'était pas beaucoup en relation avec la Tunisie, les mutuelles tunisiennes. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais contacté Roderick après avoir écouté un webinaire où Dares Tunisie participait en disant j'aimerais bien, voilà, on aimerait être mis en relation avec les mutuelles tunisiennes, retisser du lien avec la Tunisie et donc j'espère que ça va se faire et en tout cas nous on est tout à fait disposés à aider en Tunisie voilà, en termes de coopération avec les mutuelles qui sont présentes sur place avec grand plaisir. Je confirme les propos de Fanny. Elle avait Voilà. rebondi sur un webinaire à la mi-décembre où intervenait une certaine Imen Wardani, par ailleurs maire adjointe de la ville de Sousse. Donc, où qu'on aille, on finit par retomber sur Sousse à un moment ou un autre. Tout ça doit être le hasard. C'est inévitable, Roderick. Docteur Boujderia, On va arriver on va conclure. presque. Oui, alors j'étais en train de me demander avec tout ce qu'on s'est dit ce matin, depuis quand même 1h30, avec toutes les initiatives qu'on a vues, je me demandais, est-ce qu'il y a vraiment de la place pour créer ce pôle de coopération, économie sociale et solidaire et santé en Tunisie? C'est même pas une question, c'est une affirmation, à mon sens. Il y a une grande place pour cela. Et donc, mais je pense qu'il faut partir sur des projets concrets avec un partenariat, l'idéal qui serait à l'international, parce que nous avons beaucoup de choses à apprendre de l'organisation de la santé dans le cadre ESS. Mais nous avons aussi un potentiel, je pense, enfin, quand je dis nous en Tunisie, mais donc nous avons un potentiel humain intéressant, important, mais nous avons aussi une demande assez importante et assez consistante. Et je crois, sur le plan juridique, avec la nouvelle loi de l'économie sociale et solidaire, les choses peuvent avancer. Donc, il reste qu'à creuser davantage quels sont les projets qui peuvent être intéressants et je pense qu'il faut se lancer dans l'eau le plus rapidement possible. Voilà. Ce qu'on est bien décidé, Amir Rafik, à créer ce pôle, allez, d'ici la fin juin, je vais prendre un risque pour qu'on ait véritablement une plateforme opérationnelle pour réfléchir avec ton aide, avec celle de tous ceux et toutes celles qui voudront y participer, aux enjeux, aux axes de travail, et pour faire partir justement des programmes concrets sur des sujets prioritaires en coopération entre Tunisiens et je dirais méditerranéens. Je ne ferai pas pour autant une croix sur les Québécois, par exemple, ou sur d'autres pays plus éloignés de nous, mais qui sont culturellement et en termes de valeurs très proches et qui sont des acteurs importants de la planète ESS. Et la mission de Dares, c'est beaucoup ça, c'est permettre cette mise en lien dont notre échange d'aujourd'hui, virtuel, pendant 1h30, voulait donner un petit peu un avant-goût. Si Abdel-Sattar nous a dit tout à l'heure sur le chat que la République tchèque allait donner 300 € à son initiative. Non, c'est pas 300 €, je veux dire. Ça doit être 3 000 ou 3 000. Je remercie la République tchèque et monsieur l'ambassadeur, c'est 300 000 €. Ah, bon, je voyais juste 300 €. Je me disais, c'est gentil, c'est pas ça qui va régler le problème. Donc, c'est vraiment 300 000 €.
Je remercie Monsieur l'ambassadeur, la responsable de mission économique, Lara. Donc, c'est des équipements destinés à l'hôpital de Ras Jbel pour l'unité Covid et pour la maternité. Donc, je crois que la région PACA doit rebondir là. Elle va du coup en mettre 350. J'espère. Bon, on n'est pas dans ce jeu-là. On est en phase finale. On est en phase finale. C'est sûr. On plaisante. On reçoit ça d'ici max 2 mois. Tout est acheté déjà, sont déjà payés chez le fournisseur. C'est nous qui avons choisi les fournisseurs avec eux et tout. Donc, merci à la République tchèque et à tous les gens qui ont donné un coup de main à l'hôpital de Ras Jbel. Bravo aux Tchèques, c'est un pays de l'Union européenne, c'est ce qu'ils appellent Team Europe maintenant un petit peu. C'est important d'avoir ces infos pour qu'ensuite chacun puisse bosser en complémentarité. Et mieux on saura organiser cette complémentarité, ces synergies, mieux tout le monde s'en portera, notamment et à commencer par la Tunisie. Merci à tous. Je pense que c'est la fin de l'émission, c'est la fin du webinaire. Merci à professeur Marakchi d'avoir été des nôtres. Merci Fanny, merci à Emilio, merci Enis, merci Sir Sattar, Sir Rafir. Merci à tous. Merci Roderick aussi d'avoir modéré avec moi ce format. Shehia Taïba, bon confinement malheureusement, voilà. Essayons de faire de telle sorte pour que ça soit pas très désagréable, voilà. Et puis, si on ne vous voit pas, Aïd comme Mabrouk, et à très bientôt. Voilà. Merci. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.